À toute personne qui peut nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif australien par l'Outer Edge le 25 janvier 1998 à 15h. Aidez-nous s'il vous plaît. Venez nous sauver avant que l'on ne meure. À l'aide. Imaginez pendant quelques minutes que vous vous trouvez au large des côtes, sous l'eau, et que vous vous émerveillez face à tout ce qui vous entoure. Vous apercevez la faune marine tout autour de vous, les poissons multicolores qui nagent et se fondent dans la majestueuse barrière de corail. Votre montre sonne, il est temps pour vous de rejoindre la surface et remonter sur le bateau qui vous attend. Vous sortez la tête de l'eau, plein d'images merveilleuses, mais le pire se produit. Le bateau n'est nulle part à l'horizon. Vous avez beau regarder de partout, aucune trace de lui, ni aucune trace des autres plongeurs qui participent à l'expédition avec vous. Mais vous restez calme. Le bateau va vite se rendre compte que vous n'êtes pas à bord et revenir vous chercher. 1 heure passe, puis 2, puis la nuit tombe, et il fait noir. Vous êtes seul dans l'immensité de l'océan, et une simple pensée vous traverse, alors que vous dérivez de plus en plus vers le large. Une pensée qui vous glace le sang. Personne ne viendra vous chercher. Ce scénario cauchemardesque pose les bases du film américain Open Water, sorti en 2004. C'est lors de leurs vacances aux Bahamas que Suzanne Watkins et Daniel Kintrer décident d'organiser une petite excursion de plongée sous-marine. Tout se passe pour le mieux et le couple profite de son activité jusqu'au moment où ils remontent à la surface et découvrent avec horreur que leur bateau s'éloigne, en les laissant seuls au milieu de l'eau, sans vivre, sans possibilité d'appeler à l'aide et à la merci des requins qui les entourent. On passe donc la totalité du film plongé dans la terreur et l'impuissance du couple, qui tente de survivre. Mais la présence des prédateurs marins aura raison d'eux. Suzanne est la première à se faire attaquer, puis vient le tour de Daniel, qui est gravement blessé et succombe à ses blessures pendant la nuit. À bout de force et sans espoir que quelqu'un ne vienne les secourir, entourée de toutes parts par les requins, Suzanne décide de retirer son masque et de s'enfoncer dans l'eau pour se noyer, avant d'être à son tour dévorée. Seul leur appareil photo sera retrouvé dans l'estomac d'un requin par des pêcheurs. Contrairement à de nombreux films de survie qui se déroulent en pleine mer, ici la peur n'est pas véhiculée par une musique angoissante ou par des apparitions terrifiantes de requins. Ici, pas d'effets spéciaux, mais plutôt l'impression d'une solitude absolue et d'un combat presque perdu d'avance. Le danger se trouve hors caméra, en dessous du couple, dans les profondeurs obscures. Autant vous dire que pour la thalassophobe que je suis, ce film a été une véritable épreuve à regarder. Pour ceux qui pourraient encore l'ignorer, la thalassophobie, c'est en fait la peur intense et persistante de la mer, notamment liée à la pensée d'une telle profondeur en dessous. Et cette phobie est très liée à la bathophobie, qui est justement une sensation d'abîme tellement écrasante que la peur en devient presque irrationnelle. Le film a reçu un excellent accueil par la critique lors de sa sortie, et aussitôt les gens ont commencé à se demander si un tel scénario était vraiment possible. Et c'est vrai que malgré la mention basée sur des faits réels que mentionne le film, il est normal de douter qu'on puisse réellement être oublié en mer. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire terrifiante de Tom et Eileen Lonergan. Les véritables oubliés du film Open Water. Rien n'aurait pu préparer Tom et Eileen à l'horreur qui les attendait en ce matin du 25 janvier 1998. Le couple, originaire de Bâton Rouge, une ville de Louisiane aux États-Unis, a décidé de prendre quelques vacances, après 3 ans de travail auprès de l'organisation humanitaire de Peace Corps, d'abord dans les îles Fidji, juste ici, puis dans l'archipel polynésien de Tuvalu. Cette organisation, dont le but est de favoriser la paix, et en particulier dans plus de 70 pays, dont plusieurs en développement, a bénéficié du caractère dévoué et travailleur du jeune couple. Complices, amoureux et fusionnels, Tom et Eileen sont enchantés à l'idée de s'accorder une petite pause bien méritée avant de rentrer chez eux. Et pour ça, leur choix s'est porté tout naturellement sur l'Australie, plus particulièrement aux alentours de Port Douglas, une ville très réputée pour ses stations balnéaires et surtout ses spots de plongée qui permettent de découvrir la grande barrière de corail australienne. Passionnés de plongée, c'est l'endroit idéal pour Tom et Eileen, et ils posent leur bagage dans une petite auberge de jeunesse. Ils réservent dans la foulée une expédition avec la compagnie Outer Edge, et se couchent le soir, prêts à profiter de ce moment rien qu'à eux.
Sainte-Crispine se situe à environ 70 km au large de Port Douglas. C'est un spot de plongée idéal pour les amoureux des fonds marins, que ce soit pour observer la faune aquatique ou pour découvrir la barrière de corail. Et en ce matin de janvier 98, le temps est clair et la mer est calme. En résumé, un temps idéal pour une sortie au large. Entouré de 24 autres passagers, Tom et Eileen écoutent les instructions données par les membres de l'équipage, et plus particulièrement par le capitaine Geoffrey Nairn. Tout le monde enfile ses combinaisons avec l'ordre strict de ne pas excéder 30 minutes dans l'eau. Et alors, les 26 plongeurs profitent de la beauté des lieux. Ils rient et s'émerveillent à chaque découverte, comme le ferait chaque personne dans une telle position. Tom et Eileen sont ravis de leur moment ensemble. Ils profitent de la pause déjeuner pour demander une petite requête à l'équipage. Plus expérimentés que les autres en termes de plongée, ils demandent s'ils peuvent aller un petit peu plus loin et de manière plus autonome. Et bien sûr, l'équipage n'y voit aucun inconvénient étant donné que Tom et Eileen sont des plongeurs confirmés. Le couple profite jusqu'au bout de leur petite escapade en amoureux. Un coup de sirène retentit dans le calme de l'océan. Il est l'heure pour tous les plongeurs de regagner le bateau pour retourner à Port Douglas. Les membres d'équipage se chargent de compter les participants. Le compte est bon, tout est en ordre, et le bateau s'éloigne de la zone de plongée, laissant la grande barrière de corail derrière lui. Mais personne, à ce moment-là, ne remarque l'absence de Tom et Eileen Lonergan. 45 minutes plus tard, lorsque le couple remonte à la surface et qu'ils cherchent le bateau, leur cœur s'arrête brutalement. Il n'y a aucune trace de lui à l'horizon. Tom et Eileen sont complètement seuls, à plus de 70 km des côtes. Et si les premières heures, ils essayent de se rassurer comme ils peuvent, en se disant que quelqu'un a déjà remarqué leur absence ou qu'un bateau est sûrement déjà en route pour leur porter secours, ils doivent bien avouer avec la tombée de la nuit une vérité glaçante. Personne n'est venu à leur aide. À l'arrivée du bateau, à Port Douglas, après le débarquement des passagers, l'un des employés va fouiller la cabine, et il n'est pas rare que des touristes oublient des affaires. Et ce jour-là ne fait absolument pas exception à la règle, étant donné que l'employé va retrouver un sac abandonné sur l'un des sièges. À 16h30, le conducteur du bus qui a amené les Lonergan s'étonne de ne pas voir le couple monter à bord. Il a beau patienter, il ne les voit pas arriver. Il voit tous les autres plongeurs, mais il ne voit pas ce charmant couple avec qui il a discuté le matin même. Mais il sait aussi que certains touristes flânent un petit peu dans les bars en rentrant d'excursion. Alors il se décide à faire quelques établissements pour retrouver Tom et Eileen. Aucune trace d'eux, et le chauffeur ne peut plus attendre. Il s'éloigne donc de Port Douglas et avertit sa supérieure hiérarchique de l'absence des Américains. Quelque peu alertée, elle se met quand même en relation avec le capitaine de l'Outer Edge, mais celui-ci ne s'inquiète pas outre mesure, et la conversation tourne court. Geoffrey Nairn constate que le sac trouvé 2 jours plus tôt n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire. Ce qui est assez étrange parce qu'en général, les gens sont assez réactifs pour venir récupérer leurs effets personnels. L'homme hésite un instant, puis il finit par ouvrir le sac, à la recherche de l'identité de son propriétaire. Il commence donc à en vérifier le contenu. Des vêtements, une paire de lunettes de vue, un portefeuille, un passeport, au nom de Tom Lonergan. Imaginez un instant que vous soyez à la place de cet homme et que d'un coup, vous découvrez tout ça, alors même quand vous avez signalé l'absence de 2 de vos plongeurs. Je ne sais pas comment vous réagiriez, mais je ne serais vraiment pas tranquille. Et comme on peut s'y attendre, le capitaine commence lui aussi à paniquer, et il se demande s'il n'a véritablement pas abandonné ce couple au beau milieu de l'océan. Pris d'un terrible doute, il décide aussitôt de prendre contact avec l'auberge de jeunesse des Lonergan, et la maîtresse de maison confirme bel et bien qu'elle n'a pas revu le couple depuis le matin du 25 janvier. Cette fois, Nairn n'a plus le choix. Il compose le 000. En Australie, il s'agit du numéro d'urgence pour contacter les services de secours, et cet appel va être pris très au sérieux par les autorités, qui dépêchent rapidement un hélicoptère pour survoler Sainte-Crispine. Et pendant 3 jours, ou 5 selon certaines sources, des navires de la marine ainsi que des navires civils parcourent la zone à la recherche du couple disparu. Mais Tom et Eileen restent introuvables. Le 5 février 1998, à Indian Head, une plage située à peu près une centaine de kilomètres de Sainte-Crispine, est retrouvée une combinaison pour femmes. Et au même endroit, en juin, ce sont cette fois-ci des gilets gonflables, ainsi qu'une combinaison de plongée portant le nom des Lonergan qui sont retrouvés, ainsi que les bouteilles d'oxygène du couple. Des analyses sur les objets retrouvés ont permis d'identifier des traces de balanes. Vous savez, ce sont ces petits crustacés blanchâtres que l'on retrouve souvent sur les infrastructures maritimes, comme des bouées, des quais, mais aussi parfois sur les coques des bateaux, et même sur les cétacés comme les baleines. En bref, tout ce qui est en contact permanent avec l'océan.
Et c'est grâce à ces petites bestioles que les spécialistes ont pu dater que les objets retrouvés traînaient dans l'océan au moins depuis le mois de janvier. Et pour en arriver à cette conclusion, ils ont pris le temps d'étudier la croissance des balanes. Mais malgré tous les éléments qui refont surface, il n'y a toujours aucune trace, ni de Tom, ni de Aileen. Ni rien qui pourrait donner des réponses sur ce qui est arrivé au couple. Les membres de la famille ne peuvent qu'émettre des hypothèses, bien qu'ils soient conscients qu'il y ait peu de chances de les retrouver encore en vie. Comble de l'horreur, un nouvel objet est retrouvé. Une simple ardoise blanche, couramment utilisée par les plongeurs pour communiquer entre eux. Une ardoise sur laquelle sont inscrits les mots suivants. Lundi 26 janvier 1998, à 8 heures. À toute personne qui peut nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif australien par l'Outer Edge, le 25 janvier 1998, à 15 heures. Aidez-nous s'il vous plaît. Venez nous sauver avant que l'on ne meure. À l'aide. Pour la majorité des gens, ce message confirme définitivement l'abandon du couple par Nairn. Et ce constat permet à la justice de tenir un procès contre lui en novembre 1999, soit presque 2 ans après la disparition des Lonergan. Les corps n'ayant jamais été retrouvés, un doute subsiste quant à la mort du couple. Et ce doute, cumulé à des preuves avancées par la défense, et dont on parlera un petit peu plus tard, permet à Nairn d'échapper à une condamnation pour homicide involontaire. Mais il sera tout de même forcé à payer une lourde amende pour négligence. Cela le ruinera et coulera son entreprise. Nairn décède à 59 ans le 31 décembre 2015. La dernière trace des Lonergan a été retrouvée en 2006, à plus de 400 km au sud de Port Douglas. Une palme jaune, en bon état, et dont l'inscription presque effacée est encore lisible. Lonergan. À ce jour, leur corps n'a toujours pas été retrouvé et on ignore encore et probablement pour toujours ce qui s'est passé au milieu de l'océan. Il y a de nombreuses spéculations sur ce qui a pu arriver à Tom et à Aileen, les plus répandues étant évidemment la noyade. Sans vivre, aussi loin des côtes, le couple se serait épuisé à tenter de se maintenir à la surface de l'eau. Je me suis un peu renseignée sur le poids des équipements de plongée et voilà ce que nous dit Internet. Simulation du poids moyen d'un sac de plongée. Gilet stabilisateur, 3,5 kg. Détendeur, 2 kg. Palme, 2,3 kg. Combinaison, 2 kg. Masque, 200 g. Soit un poids moyen d'environ 10 kg. D'autres sites donnent même des mesures pouvant aller jusqu'à 23 kg, puisqu'il ne faut pas oublier le poids des bouteilles d'oxygène qui sont accrochées dans le dos des plongeurs. Dans l'hypothèse de la noyade, ça expliquerait peut-être pourquoi des morceaux d'équipement ont été retrouvés ici et là. Épuisé et à bout de force, le couple aurait possiblement pu s'en débarrasser pour tenter de gagner un peu de temps supplémentaire. Sans doute pour laisser le temps aux secours d'arriver jusqu'à eux. Secours qui n'arriveront jamais, ou bien trop tard. Le couple aurait également pu succomber à une attaque de requins. Pour le réalisateur australien Benjamin Kropp, ancien champion de chasse sous-marine, c'est une hypothèse plausible. Les Lonergan auraient pu être la cible d'attaques de requins-tigres, mais les différents équipements retrouvés ne présentaient officiellement aucune trace de morsure qui aurait pu valider cette théorie. Et je dis officiellement parce que sur cette partie-là, les différents témoignages se contredisent un petit peu. Certains affirment que les combinaisons étaient intactes et d'autres qu'on pouvait voir des traces de déchirures ou de morsures au niveau des jambes ou des fesses. Durant le procès de Nairn, son avocat a été largement critiqué pour avoir avancé une théorie effroyable pour la famille de Tom et Aileen. En effet, après avoir fouillé dans les journaux intimes du couple, il a mis en avant les 2 témoignages suivants. Comme un étudiant qui a terminé un examen, je sens que ma vie est elle aussi terminée. Et je suis prêt à mourir. Pour autant que je sache, à partir de là, ma vie ne peut qu'empirer. Ça a atteint un sommet, et tout se dégradera jusqu'à mes funérailles. Tom espère mourir d'une mort rapide, et il espère que ça arrivera bientôt. Il n'est pas suicidaire, mais il a un souhait de mort qui pourrait le conduire à ce qu'il désire, et je pourrais me retrouver prise là-dedans. Le suicide serait donc la réponse à cette énigme ? Impensable aux yeux de la famille qui conteste fortement cette hypothèse. Tom et Aileen étaient de fervents catholiques, et comme vous le savez, la religion condamne fortement le suicide. Les parents du couple dénoncent la manœuvre de l'avocat et clament que les extraits des journaux intimes sont sortis de leur contexte au moment du procès. Propos soutenus par une grande partie de l'opinion publique. Si Tom et Aileen étaient suicidaires, comment expliquer le mot retrouvé sur l'ardoise ? Comment aurait-il pu prévoir le fait presque impensable d'être abandonnés en pleine mer ?
Comment aurait-il pu prévoir que le capitaine ne s'aperçoive pas de leur absence ou qu'il ne fasse pas demi-tour pour les récupérer? Ça aurait été une énorme préparation pour leur mise en scène, avec beaucoup trop de variables aléatoires. Il y a des moyens plus rapides et malheureusement plus sûrs pour mettre fin à ces jours. Une dernière hypothèse a été avancée, celle de la disparition volontaire, qui est une théorie qui revient fréquemment lors d'une disparition inexpliquée. Tom et Eileen auraient mis en scène leur abandon en restant au fond de l'eau jusqu'à ce que le bateau s'en aille, et n'auraient refait surface que plus tard pour refaire leur vie ailleurs sous une nouvelle identité. Plusieurs personnes affirment d'ailleurs avoir aperçu le couple peu de temps après leur disparition. Une libraire de Port Douglas déclare avoir vu Tom et Eileen 2 jours après l'incident, alors qu'ils achetaient des cartes ainsi que des cartes postales. Autre exemple, ils auraient été aperçus dans un hôtel de la ville de Darwin, à plus de 3000 km de Port Douglas. Sans compter quelques témoignages qui racontent que la veille de leur disparition, Tom aurait passé un appel au responsable des opérations de Outer Edge. Il aurait demandé si le bateau visiterait le site d'Agincourt, et ce récif abrite l'une des seules bouées marines à des kilomètres à la ronde, et ça à seulement 5 ou 6 km du lieu de plongée de Tom et Eileen. Un bateau de pêche a d'ailleurs été vu traversant cette même zone le 25 janvier 1998. Se pourrait-il alors que le couple ait décidé de nager loin du bateau de façon intentionnelle afin de rejoindre la bouée, puis de monter à bord de ce bateau de pêche pour laisser leur ancienne vie derrière eux? Peut-être. Mais les autorités locales ont écarté cette hypothèse, avançant qu'aucun mouvement bancaire n'avait été enregistré depuis leur disparition. Et surtout, qu'un tel scénario n'aurait lui non plus pas pu justifier l'appel à l'aide écrite sur l'ardoise. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez également à une disparition volontaire, à un suicide, ou alors tout simplement un accident? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve que c'est une histoire qui est absolument terrifiante. Imaginez simplement un instant me retrouver seule au milieu de l'océan, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je me rappelle, ce film m'avait énormément marqué. Et d'ailleurs, je pense que ça a marqué bon nombre d'entre nous qui ont vu le film. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. J'ai hâte aussi d'avoir vos hypothèses en commentaire si jamais le cœur vous en dit. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si la vidéo vous a plu et uniquement si elle vous a plu. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire.